Pendant mon voyage d'affaires, mon frère a utilisé une clé de secours et a emménagé dans ma maison sans demander. Mes parents ont approuvé et m'ont dit de le laisser rester parce qu'il allait bientôt fonder une famille. J'ai 28 ans, je travaille dans la vente immobilière commerciale et je suis financièrement indépendant depuis l'âge de 19 ans. Mon jeune frère, Jean, à 26 ans, travaille à temps partiel dans un magasin de vapotage quand il en a envie et dépend financièrement de nos parents depuis toujours. La différence entre nous n'est pas seulement notre éthique de travail. C'est la façon dont nos parents nous ont traités toute notre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre la dynamique familiale dans laquelle j'ai grandi, car le contexte est important ici. Le favoritisme envers l'enfant d'or dans notre maison n'était pas subtil. C'était si flagrant que les professeurs, les voisins et la famille élargie l'ont tous remarqué. Quand j'avais 8 ans, j'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter cet hélicoptère télécommandé que je voulais tant. Je l'ai finalement eu, j'y ai joué pendant peut-être 2 jours avant que Jean ne le casse. Il avait 5 ans, l'a pris sur mon bureau et l'a écrasé contre la porte du garage. Tout s'est brisé. Quand je me suis fâché, mes parents m'ont dit que les accidents arrivent et que je devais apprendre à partager. Pas de remplacement, pas de conséquences pour Jean. La même année, Jean voulait un jeu de construction coûteux. Mes parents l'ont acheté immédiatement. Quand il a perdu la moitié des pièces en une semaine, ils lui en ont acheté un autre. Des règles différentes pour des enfants différents. Le collège était plus ou moins la même chose. J'obtenais d'excellentes notes et j'avais un bon emploi le soir. J'en ramenais 3 C, 2 D et 1 B- en sport. Et mes parents l'emmenaient à son restaurant préféré pour fêter ses efforts. Le lycée a tout amplifié. J'ai rejoint l'équipe de débat, travaillé dans un restaurant et maintenu une moyenne de 3,9. Jean a à peine obtenu son diplôme avec un 2,1. Quand j'ai obtenu mon diplôme, mes parents ont dit que les fêtes étaient trop chères. 3 ans plus tard, la remise de diplôme de Jean a eu droit à un dîner traiteur, un DJ et 80 personnes dans notre jardin. Ma mère a dit, « Ton frère a besoin de plus d'encouragement que toi. » Quand j'avais 16 ans, je voulais une voiture. Mes parents m'ont dit d'économiser moi-même parce qu'apprendre la responsabilité forge le caractère. J'ai travaillé dans un restaurant à faire la plonge, j'ai vécu de nouilles instantanées et j'ai économisé chaque centime pendant 2 ans. J'ai finalement acheté une vieille Peugeot 205 avec 250 000 km. Cette voiture consommait de l'huile et n'avait pas de climatisation, mais elle était à moi parce que je l'avais gagnée. Quand Jean a eu 16 ans, 3 ans plus tard, il a mentionné une fois vouloir une voiture au dîner. 2 semaines plus tard, mes parents lui ont acheté une Renault Clio de 3 ans avec 50 000 km. Leur explication, ton frère n'est pas aussi capable que toi. Il a besoin de plus de soutien. En 6 mois, Jean a eu 3 contraventions pour excès de vitesse et un accrochage. Mes parents ont tout payé. L'université a suivi le même schéma. Je suis allé dans un IUT, puis j'ai été transféré à la Sorbonne parce que c'est ce que je pouvais me permettre en travaillant la nuit dans une supérette. J'ai obtenu un diplôme en commerce avec 12 000 € de prêt. Jean est allé dans une école privée chère à 50 000 € par an. Mes parents ont tout payé. Les frais de scolarité, l'appartement, l'argent de poche pour la carte de crédit. Il lui a fallu 6 ans, il a changé de majeur 4 fois et a fini avec un diplôme d'études générales. Quand j'ai remis en question l'injustice, mon père a dit, tu t'en es sorti seul, donc notre approche a fonctionné. Le favoritisme était si évident que même les membres de la famille élargie le commentaient. Ma tante a un jour demandé à ma mère pourquoi j'en recevais tellement plus de soutien que moi. La réponse de ma mère a été que j'étais naturellement autonome et que je n'avais pas besoin de autant d'aide. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que j'ai appris très tôt que je ne pouvais pas compter sur eux. Alors, j'ai trouvé comment gérer les choses moi-même. Je n'ai jamais demandé d'aide à mes parents après avoir eu 19 ans. J'ai travaillé à temps plein pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans. J'ai obtenu ma licence immobilière et j'ai commencé à gagner un bon salaire à 25 ans. J'ai acheté ma première propriété locative à 26 ans avec l'argent que j'avais économisé en vivant chichement. À 27 ans, j'avais économisé assez pour ma propre maison. 3 chambres, 2 salles de bain, un quartier agréable à Toulouse. Cette maison représentait tout ce que j'avais accompli sans leur aide. Un acompte de 20% pour éviter l'assurance hypothécaire, un prêt immobilier confortable. Le jour où j'ai eu ces clés a été mon plus grand moment de fierté. J'ai appelé mes parents à propos de la maison.
Maman a dit, c'est gentil, ma chérie. Ton frère a été promu chef d'équipe. Sa promotion était dans une pizzeria avec une augmentation de 25 centimes. J'avais fait le plus grand achat de ma vie. Et elle a redirigé vers Jean en quelques secondes. Jean vivait dans leur sous-sol à 26 ans. Il n'a jamais payé de loyer, n'a jamais eu de bail à son nom, n'a jamais budgétisé les charges. Mes parents couvraient tout pendant qu'il travaillait 20 heures par semaine dans un magasin de vapotage. Il se plaignait qu'il ne déménagerait jamais tout en faisant sa lessive et en lui donnant de l'argent. J'ai gardé mes distances. Je me suis présenté pour les grandes fêtes par obligation. Sinon, je menais ma propre vie, construisais ma carrière, investissais dans des propriétés, avais mes propres amis, créais une vie dont j'étais fier, séparé d'eux. Il y a 6 mois, Jean a commencé à sortir avec Sophie. Elle avait 24 ans, travaillait dans un salon à faire les ongles, je l'ai rencontrée 2 fois, elle semblait gentille. Puis, après 3 mois de fréquentation, Jean a annoncé qu'elle était enceinte. Quand Jean a annoncé la grossesse au dîner, mes parents étaient ravis, absolument fous de joie. Ma mère a commencé à pleurer de joie et à étreindre Sophie. Mon père a serré la main de Jean comme s'il avait gagné le prix Nobel. Ils ont immédiatement commencé à parler de devenir grands-parents, à demander les dates d'accouchement, à discuter des prénoms de bébés. Personne ne semblait inquiet que Jean n'ait pas d'emploi stable, pas d'économie et qu'ils vivent toujours dans leur sous-sol. Mais bien sûr, célébrons. Ma mère a commencé à acheter des articles pour bébé immédiatement. En 2 semaines, le sous-sol de mes parents ressemblait à un magasin de bébés qui avait explosé. Elle envoyait constamment des photos au groupe de discussion familiale. Regardez ce mobile éléphant adorable. Ou, n'est-ce pas ce berceau précieux? Pendant ce temps, je pensais à qui allait réellement payer la vie de cet enfant. Mon père a commencé à prévoir de convertir une partie du sous-sol en chambre d'enfant. Il a commencé à rechercher les coûts de garde d'enfants et les régimes d'assurance. Il se préparait essentiellement à élever cet enfant eux-mêmes parce que Jean et Sophie n'étaient clairement pas équipés. Je suis resté en dehors de ça. Ce n'était pas mes affaires. J'avais ma propre vie, ma propre carrière, mes propres responsabilités. Leur chaos n'avait pas à devenir mon problème. Mais j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. J'aurais dû réaliser que mes parents finiraient par essayer de me tirer dans le désordre de Jean. Environ 4 mois après le début de la grossesse, les parents de Sophie l'ont mise à la porte. Toute l'histoire de la désapprobation religieuse s'est aggravée. Ils lui ont dit qu'elle était une honte et qu'elle devait partir. Elle a emménagé dans le sous-sol de mes parents avec Jean. Maintenant, mes parents avaient leur fils de 26 ans, sa petite amie enceinte et un bébé imminent sous le même toit. Le sous-sol devenait exigu. Ma mère a commencé à se plaindre du manque d'espace. J'écoutais poliment et je pensais que vous aviez permis cela, alors débrouillez-vous. Avance rapide il y a 2 mois. J'avais un voyage d'affaires important prévu à Nantes pour 8 jours. L'un de mes plus grands clients potentiels y était basé, une entreprise de développement cherchant à investir dans des propriétés commerciales à travers la France, des millions d'euros de transactions. Ce voyage était sur mon calendrier depuis 3 mois avec de multiples réunions, des visites de sites prévues, j'avais planifié toute la production, des choses potentiellement déterminantes pour ma carrière. J'ai passé 2 semaines à préparer, j'ai créé des présentations détaillées, recherché des propriétés comparables, construit des modèles financiers. Ce client pourrait me mettre sur les rails pour des années si je le décrochais. Avant de partir, j'ai fait ma routine de voyage habituelle. J'ai demandé à mon voisin Monsieur Dubois de prendre mon courrier et de surveiller les choses. Monsieur Dubois est à la retraite, il habite à 3 maisons. Ancien comptable, le genre de voisin que tout le monde veut. J'ai réglé mes lumières sur des minuteries. Je me suis assuré que les factures étaient en prélèvement automatique. J'ai réglé ma sonnette connectée pour envoyer des notifications. Procédure standard. Voici mon erreur. J'ai une clé de secours chez mes parents. Elle est là depuis que j'ai acheté la maison, pour les urgences seulement. Comme s'il y a un dégât des eaux pendant mon absence, ils peuvent laisser entrer les services d'urgence. Je n'ai jamais eu de problème avec ça en 2 ans. Cette clé de secours est devenue la source de tout ce désordre. J'aurais dû le prévoir. J'aurais dû réaliser qu'un accès d'urgence signifiait qu'ils pouvaient donner accès à Jean, mais je leur faisais confiance pour ne pas franchir cette ligne. J'ai pris l'avion dimanche après-midi, vol direct, je suis arrivé vers 18h30.
Je me suis enregistré à mon hôtel du centre-ville, j'ai relu mes notes, je me suis couché tôt. La première réunion était lundi à 9 heures. La semaine s'est incroyablement bien passée professionnellement. La réunion initiale de lundi s'est très bien déroulée. Le client a adoré ma recherche. Mardi, j'ai visité 3 propriétés qu'ils envisageaient. Mercredi, c'était des révisions de modèles financiers. Jeudi, nous avons déjeuné avec leur équipe d'investissement complète et j'ai présenté ma proposition complète. Vendredi, ce furent des discussions de suivi et des négociations de contrat. Le vendredi après-midi, j'étais sûr à 90% de les avoir décrochés. Une transaction qui aurait triplé mes revenus de commission pour l'année. J'étais tellement concentré sur le travail que j'ai à peine vérifié mon téléphone, sauf pour les communications avec les clients. Quand vous essayez de conclure une affaire aussi importante, tout le reste s'estompe. Je jetais un coup d'œil à mes notifications de sonnettes connectées occasionnellement et je voyais des choses normales. Camion de livraison, enfant du voisin, Monsieur Dubois vérifiant ma boîte aux lettres. Rien d'inquiétant. Vendredi soir vers 20 h, mon téléphone a sonné. Monsieur Dubois. Dès que j'ai vu son nom, mon estomac s'est noué. Monsieur Dubois n'appelait jamais à moins que quelque chose n'aille pas. Salut, j'espère que je ne t'interromps pas pendant ton voyage. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ton courrier comme tu as demandé, mais je voulais vérifier quelque chose. Il y a des voitures dans ton allée, et j'ai vu des gens entrer et sortir de ta maison ces derniers jours. Je me suis dit que tu avais peut-être de la famille qui restait là et que tu avais oublié de le mentionner. Mon cerveau s'est complètement arrêté. Des gens dans ma maison qui entrent et sortent. Monsieur Dubois, personne n'est censé être chez moi. Personne n'a la permission d'être là. Silence pendant quelques secondes. Eh bien, il y a définitivement des gens là-bas. J'ai vu un jeune couple décharger des affaires d'un camion de déménagement mardi. Des cartons de déménagement, des meubles, toutes sortes de choses. J'ai failli venir dire bonjour, mais ensuite je me suis dit que je devrais d'abord vérifier avec toi. Mardi. Ils avaient emménagé mardi. J'étais parti depuis dimanche. Dans les 48 heures suivant mon départ, quelqu'un avait emménagé dans ma maison. Pouvez-vous les voir en ce moment? Sont-ils là? Laissez-moi regarder. Oui, il y a une voiture dans votre allée. Les lumières sont allumées dans votre maison. On dirait que quelqu'un est là. J'ai ouvert mon application de sonnette connectée, là, dans le hall de l'hôtel où je m'étais arrêté pour prendre cet appel. J'ai commencé à faire défiler les notifications que j'avais ignorées toute la semaine. Mardi à 11h47. Ma porte d'entrée s'ouvre. La vidéo le montre clairement. Il y a Jean, grand sourire aux lèvres, la clé de secours à la main, comme s'il possédait l'endroit. Derrière lui se trouve Sophie, visiblement enceinte avec un haut de maternité, portant des sacs de course. Tous deux agissant comme si c'était complètement normal. J'ai fait défiler d'autres vidéos. Ma colère montait à chaque nouveau clip. Il ne s'agissait pas d'une simple visite ou d'une vérification de la maison. C'était un déménagement complet et coordonné. Ils avaient loué un camion de déménagement, emballé leurs affaires et emménagé dans ma maison comme s'ils l'avaient planifié depuis des semaines. Le niveau de préméditation rendait cela encore pire. J'ai dit à Monsieur Dubois que je le rappellerais et j'ai raccroché. Je suis resté là dans le hall de l'hôtel, l'estomac noué. Toute la semaine, j'avais travaillé sans relâche, concluant cette énorme affaire, construisant ma carrière. Et pendant ce temps, mon frère volait ma maison, il ne l'empruntait pas, ne demandait pas à y rester temporairement, il la volait. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé Jean. Ça a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde, décontracté comme si de rien n'était. Salut, frérot. Quoi de neuf? Comment va Nantes? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Pourquoi es-tu chez moi? Il n'a même pas hésité. Il ne s'est pas excusé ni n'a semblé pris au dépourvu. Il a juste lancé son explication comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde. Oh, oui. J'avais l'intention de t'envoyer un message à ce sujet. Les choses sont devenues folles ici. Les parents de Sophie l'ont mise à la porte la semaine dernière. Toute l'histoire religieuse a vraiment dégénéré. Ils lui ont dit qu'elle était une honte pour la famille et qu'elle devait partir immédiatement. C'était assez brutal, mec. Elle pleurait.
Ils ne l'ont même pas laissé prendre la moitié de ses affaires. Ils l'ont juste jeté dehors. Situation super compliquée. D'accord. Et comment cela t'amène-t-il chez moi? Eh bien, le sous-sol de maman et papa devient vraiment bondé avec toutes les affaires de bébé. Il y a à peine de la place pour marcher là-bas maintenant. Et Sophie a été stressée, ce qui n'est pas bon pour le bébé. Le médecin a dit qu'elle devait éviter le stress autant que possible. Alors, on s'est dit qu'on allait s'installer chez toi pour un moment puisque tu voyages tellement pour le travail. Tu n'utilisais pas l'espace de toute façon. C'est en fait le timing parfait parce que tu es parti et que nous avions besoin d'un endroit calme. En plus, ta maison est plus grande que le sous-sol de maman et papa et Sophie peut vraiment aménager la chambre de bébé correctement. Situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de rester calme, même si je voulais passer à travers le téléphone et lui secouer les idées. Jean, c'est ma maison. Tu ne peux pas simplement emménager chez quelqu'un sans permission. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de m'appeler et de demander d'abord? Mec, détends-toi. Ce n'est pas si grave. On prendra soin de l'endroit. En fait, on a déjà tondu ta pelouse parce qu'elle devenait un peu longue. Et Sophie a nettoyé tes salles de bain. Elles étaient assez sales, mec. Quand as-tu nettoyé ta douche pour la dernière fois? On est de bons locataires ici. Locataires. Il les appelait des locataires. Comme si c'était un arrangement officiel au lieu d'une effraction. Vous devez partir aujourd'hui, tout de suite. Il a ri. Il s'est moqué de moi. Mec, Sophie est enceinte de 7 mois. Elle est énorme. On ne peut pas simplement tout emballer et déménager à nouveau. C'est dangereux pour elle et le bébé. Le médecin a spécifiquement dit qu'elle ne devait pas faire de port de charge lourde ni être trop stressée. Tu veux qu'on risque qu'elle accouche prématurément? C'est de ta faute alors. En plus, on vient juste de s'installer. J'ai déjà changé mon adresse à la poste, donc mon courrier arrive ici maintenant. J'ai réglé les paiements de facture à ton adresse. Tout le truc. Laisse-nous juste rester jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Tu es déraisonnable. Combien de temps pour que vous trouviez autre chose? Je ne sais pas, mec. Peut-être quelques mois après la naissance du bébé. On a besoin de temps pour économiser le premier et le dernier mois de loyer pour notre propre logement. Ça prend du temps, surtout avec les dépenses de bébé qui arrivent. Tu sais comment c'est. En fait, tu ne sais probablement pas comment c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Mais crois-moi, c'est cher. On essaie d'être responsable et d'économiser de l'argent avant de déménager seul. Quelques mois après la naissance du bébé, Jean, c'est au moins 6 mois. Tu penses que tu peux juste squatter ma maison pendant 6 mois? Ce n'est pas squatter. Nous sommes une famille et oui, probablement environ 6 mois, peut-être 8 pour être sûr. Les bébés sont chers et nous voulons avoir une réserve d'économie. Maman a dit que tu comprendrais parce que la famille est de la famille. C'est ce qu'elle dit toujours. J'ai senti ma tension artérielle monter. Je veux que vous soyez partis d'ici demain. Je rentre dimanche soir. Si vous n'êtes pas parti quand j'arrive, j'appelle la police. Son ton a changé alors. Il est devenu défensif. Peu importe, mec. Tu dois en parler à maman et papa. Ce sont eux qui m'ont donné la clé et ont dit que c'était bon. Ils ont dit que c'était la chose chrétienne à faire d'aider la famille dans le besoin. Va les voir. Ce n'est pas seulement ma faute. Ils l'ont approuvé. Je me fiche de qui l'a approuvé. C'est ma maison, pas la leur. La mienne. Tu n'as pas à juste. Il m'a coupé. Écoute, je dois y aller. Sophie a besoin d'aide avec quelque chose. Parle à maman et papa. Ils te diront que tu es déraisonnable à ce sujet plus tard. Il a raccroché. J'ai immédiatement appelé mes parents. Ma mère a répondu, cette conversation, je m'en souviendrai pour le reste de ma vie. Bonjour, chérie. Comment va Nantes? As-tu donné ma clé de secours à Jean et lui as-tu dit qu'il pouvait emménager chez moi? Silence, puis. Eh bien, oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. Sophie n'avait nulle part où aller, et Jean avait besoin d'aide. Nous avons pensé que ça ne te dérangerait pas puisque tu as tout cet espace supplémentaire et que tu es tellement absent de toute façon. Tu as pensé que ça ne me dérangerait pas? Tu n'as pas pensé à me demander d'abord?
Honnêtement, nous ne pensions pas que tu serais si égoïste à ce sujet. C'est juste temporaire jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Sophie est enceinte. Quel genre de personne serais-tu pour les jeter à la rue? Le genre de personne qui possède sa propre maison et attend un respect élémentaire de sa famille. Maman, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement donner à quelqu'un la permission de vivre dans une maison qui ne t'appartient pas. Mon père est venu au téléphone. Ta mère a raison. Tu es égoïste. Jean a besoin de soutien en ce moment et tu as les moyens d'aider. C'est ce que fait la famille. Nous sommes très déçus de ton attitude. Déçus de mon attitude. Ces gens ont donné accès à ma maison sans demander et ils étaient déçus de moi. Je les veux dehors d'ici demain. Je ne négocie pas. Ma mère a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Sophie a déjà tellement souffert. Sa famille l'a abandonnée. Nous sommes tout ce qu'elle a. Si tu les jettes dehors, ils n'auront nulle part où aller. Ne peux-tu pas simplement les laisser rester jusqu'à ce que le bébé arrive? Ensuite, ils trouveront quelque chose. S'il te plaît, nous te demandons, en tant que tes parents, de faire preuve de compassion ici. C'est ce que ferait Jésus. Non, ils doivent partir. La voix de mon père est devenue froide. Si tu fais ça, tu montres à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment. Le genre qui valorise la propriété plus que la famille. Nous pensions t'avoir mieux élevé que ça. Ton frère est dans une position vulnérable, et tu vas juste lui tourner le dos. Cela en dit long sur ton caractère. Ma maison, mes règles. Ils partent demain ou j'appelle la police. Ils m'ont raccroché au nez. J'étais assis dans le hall de l'hôtel, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon frère avait essentiellement volé ma maison avec l'aide de mes parents. Et maintenant, j'étais le méchant parce que je voulais récupérer ma propre maison. J'ai immédiatement appelé une entreprise de serrurerie à Toulouse et je leur ai fixé rendez-vous pour 9 h le samedi matin. J'ai expliqué la situation, j'ai dit que c'était une urgence. Ils ont facturé un supplément pour le service du week-end, mais je m'en fichais. J'ai payé par téléphone. Ensuite, j'ai rappelé Jean et laissé un message vocal puisqu'il n'a pas répondu. Je lui ai dit qu'un serrurier serait là à 9 h pour changer toutes les serrures. Je lui ai dit que s'il n'était pas parti d'ici là, tout ce qui restait à l'intérieur serait placé sur le trottoir et qu'il pourrait trier ses affaires là-bas. Ensuite, j'ai rappelé Monsieur Dubois, lui ai demandé s'il pouvait être présent pendant le changement de serrure pour tout témoigner. Monsieur Dubois a immédiatement accepté. Il a dit qu'il prendrait des photos et des vidéos de tout le processus au cas où les choses dégénéreraient. Bien, mec. Ensuite, j'ai réservé un vol tôt le samedi matin au lieu du dimanche soir. S'il voulait jouer, je voulais être là en personne pour m'assurer que ma maison n'était pas saccagée en partant. J'ai changé mon vol en ligne, j'ai fait mes valises cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Jean m'a rappelé vers minuit. Tu vas vraiment changer les serrures? Où sommes-nous censés aller? Pas mon problème. C'est toi qui as créé cette situation. Débrouille-toi. Sophie est enceinte. Elle ne peut pas déplacer de lourds cartons et dormir sur le canapé de quelqu'un. Et un peu d'humanité. J'ai beaucoup d'humanité. Ce que je n'ai pas, c'est de la patience pour les gens qui volent ma maison. Tu n'as jamais demandé la permission. Tu as juste pris ce que tu voulais parce que c'est ce que tu as toujours fait. Maman et papa t'ont permis de faire ça toute ta vie. Ça s'arrête maintenant. Je ne suis pas eux. C'est incroyable. Tu sais quoi? Très bien. Nous partirons. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de soutien familial un jour. Ne t'attends pas à faire partie de la vie de cet enfant. Ne t'attends pas à des invitations pour les fêtes. Tu choisis la propriété plutôt que ton propre neveu ou ta nièce. J'espère que ça en vaut la peine. C'est ma maison, pas une propriété. Ma maison. Et oui, ça vaut absolument la peine d'éloigner les gens qui ne respectent pas les limites fondamentales. Il a raccroché à nouveau. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Des messages de ma mère, de mon père, même de ma tante qui a en quelque sorte entendu parler de ça en quelques minutes. Tous me traitant de sans-cœur, égoïste, cruel. Ma mère m'a envoyé un paragraphe expliquant que Sophie pleurait de façon incontrôlable. Et que Jean était tellement stressé que ce n'était pas sain pour le bébé. Comment pouvais-je leur faire ça?
Est-ce que je me fichais de la famille? Que penseraient les gens de moi? J'ai ignoré tout ça, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai essayé de dormir quelques heures avant mon vol. J'ai atterri samedi vers midi après avoir pris le vol le plus tôt possible. Le vol a semblé durer une éternité. Chaque minute semblait être une heure. Je vérifiais mon téléphone, m'attendant à moitié à d'autres drames de ma famille. Rien de nouveau, cependant. Ils avaient dit leurs mots. Maintenant, il était temps pour moi d'appliquer mes limites. J'ai conduit directement de l'aéroport à la maison. Monsieur Dubois était déjà là, dans son allée, juste en train de surveiller comme je l'avais demandé. Quand je me suis garé, il s'est approché. Ils ont chargé des affaires toute la matinée, a-t-il dit. Le camion de déménagement est garé là depuis environ 7 heures du matin. Votre frère a sorti des cartons, l'air assez contrarié. La petite amie a pleuré. Ça a été toute une scène. J'ai remercié monsieur Dubois et je suis monté chez moi. Le camion de déménagement était en effet garé dans mon allée. Jean et Sophie chargeaient des cartons dedans, tous deux l'air misérables. Quand Jean m'a vu arriver, il m'a lancé le regard le plus sale que j'ai jamais vu, comme une purène. Sophie avait l'air triste et gardait la tête baissée. Je n'ai rien dit, j'ai juste déverrouillé ma porte d'entrée avec ma clé et j'ai traversé ma maison pour évaluer ce qu'ils avaient fait. Je devais voir les dégâts avant qu'ils ne partent complètement. Ils avaient entièrement emménagé dans la chambre principale. Leurs vêtements remplissaient mon placard, leurs chaussures étaient partout sur le sol de mon placard, leurs articles de toilette couvraient mon comptoir de salle de bain, maquillage, produits capillaires, brosses à dents électriques. Toutes leurs affaires personnelles partout comme s'ils possédaient l'endroit. Ma chambre sentait différemment, comme le parfum et le déodorant de quelqu'un d'autre. Le lit avait des draps différents de ceux que j'avais laissés. Ils avaient en fait changé mes draps pour les leurs. La deuxième chambre était partiellement aménagée en chambre de bébé. Un lit d'enfant assemblé dans le coin, une table allongée contre le mur, des vêtements de bébé accrochés dans le placard, un rocking chair près de la fenêtre. Ils avaient mis ces autocollants de chambre de bébé sur le mur de petits animaux et de nuages, des décorations autocollantes qui laisseraient probablement des résidus une fois retirés. Ils s'étaient vraiment engagés à faire de cet espace le leur. La cuisine avait leurs aliments partout. Des marques différentes de celles que j'achète habituellement, des céréales génériques au lieu de la marque que je préfère, leur lait dans le réfrigérateur, leurs condiments dans la porte, la crème à café. Je n'aurais jamais acheté des snacks que je n'avais jamais vus auparavant. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient ajouté leurs affaires. Ils avaient réorganisé mes affaires pour faire de la place aux leurs. Mes épices étaient poussées à l'arrière. Mes tasses à café déplacées dans un autre placard. Le salon avait leurs meubles mélangés aux miens. Ce vilain canapé marron qui ne correspondait à rien. Leurs meubles TV avec leur PlayStation branchés à ma télévision. Leur couverture drapée sur mes meubles. Des cadres photos de posés sur mes tables de chevet. Il ne s'agissait pas d'eux qui s'installaient pour quelques jours. C'était une prise de contrôle à grande échelle sans aucune intention de partir de sitôt. Je me tenais dans mon salon, dans ma maison pour laquelle j'avais travaillé si dur, regardant la vie de quelqu'un d'autre plantée au milieu. Le manque de respect était à couper le souffle. Ils venaient d'emménager et de s'installer. Comme si mes années de travail ne signifiaient rien. J'ai parcouru chaque pièce en faisant un inventaire mental. La salle de bain avait des dégâts d'eau autour de la baignoire où il l'avait clairement trop remplie. La cuisine avait une marque de brûlure sur le comptoir où quelqu'un avait posé une casserole chaude. Des dégâts mineurs, mais tout de même ma propriété endommagée par des gens qui n'avaient aucun droit d'être ici. Il leur a fallu environ 4 heures pour tout charger et partir. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, m'assurant qu'ils ne prenaient rien qui m'appartienne. Je devais rester vigilant car à ce stade, je ne leur faisais pas confiance pour ne pas prendre mes affaires par dépit. J'en continuais à me lancer des regards par la fenêtre, espérant probablement que je sortirais et m'excuserais ou changerais d'avis. Ça n'allait pas arriver. Sophie a pleuré en chargeant les cartons. Je me suis senti mal pour sa situation. Elle était enceinte et faisait face à ce désordre, mais pas assez mal pour les laisser rester. Être enceinte ne donne pas le droit de voler la maison de quelqu'un. Vers 16 heures, Jean a frappé à la porte une dernière fois. J'ai ouvert mais ne l'ai pas invité à entrer. Je me tenais sur le seuil, bloquant sa vue de ma maison. On a fini. Content maintenant?
Je serai content quand tu seras parti et que mes serrures seront changées. Tu sais quoi? Maman avait raison à ton sujet. Tu as toujours été froid. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde parce que tu n'avais pas besoin d'aide. Cela ne fait que le prouver. Tu n'es pas de la famille. Tu es juste quelqu'un à qui nous sommes liés par hasard. Ne nous contacte plus jamais. Ne demande pas de nouvelles du bébé. Ne te présente pas aux fêtes. Nous en avons fini avec toi. Si respecter les limites me rend froid, alors oui, je suis froid. Ne prends plus jamais mes affaires sans demander. Et je veux dire jamais. La prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement, juste la police. Ils sont partis. J'ai attendu qu'ils soient complètement sortis de mon allée et descendu dans la rue avant de me détendre un tant soit peu. Ensuite, j'ai refait un tour complet de ma maison. Cette fois, en regardant vraiment tout. Ils l'avaient laissé relativement propre. Étonnamment, quelques éraflures sur les murs là où ils avaient déplacé des meubles, mais rien de majeur. La chambre du bébé était complètement vide maintenant, ce qui était honnêtement la partie la plus triste. Cette pièce avait un potentiel pour tant de choses, mais il l'avait transformée en un rappel de dysfonctionnement familial. J'ai passé le reste du week-end à tout nettoyer en profondeur. J'ai changé mes draps, frotté la salle de bain, frotté cette marque de brûlure sur le comptoir, réorganisé ma cuisine exactement comme elle était avant. J'avais besoin de récupérer mon espace complètement. Je me sentais violé d'avoir quelqu'un d'autre vivant dedans sans permission. Chaque surface qu'ils avaient touchée devait être nettoyée. J'ai enlevé ces autocollants de chambre de bébé. La plupart sont partis proprement, mais quelques-uns ont laissé des résidus collants que j'ai dû frotter avec de l'alcool à friction. J'ai remis tous mes meubles exactement où ils étaient avant. J'ai réorganisé mon placard. J'ai remis mes tasses à café dans le bon placard. Chaque chose devait retrouver sa place d'origine. Le dimanche soir, ma maison me semblait à nouveau la mienne. Propre, organisée, exactement comme je la voulais. Mais je me sentais toujours sur le qui-vive, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Lundi matin, le serrurier est venu à 9 h comme prévu. Il a tout changé. Porte d'entrée, porte arrière, porte de garage, nouvelle clé, nouveau verrou, nouvelle serrure surtout. Cette clé de secours que mes parents avaient été maintenant complètement inutile. Cela m'a coûté 400 €, mais cela en valait chaque centime pour la tranquillité d'esprit. Je me tenais là, regardant le serrurier travailler, sentant une sensation de soulagement m'envahir. Ils ne pouvaient plus rentrer maintenant, même s'ils essayaient. Même si mes parents leur donnaient l'ancienne clé à nouveau, cela ne fonctionnerait pas. Ma maison était sécurisée. Mes parents ont appelé cet après-midi-là. Mon père a explosé immédiatement avant même que je puisse dire bonjour. Vraiment? Tu as changé les serrures comme si nous étions des criminels. Comme si on ne pouvait pas te faire confiance. Tu as donné ma clé de secours à quelqu'un sans permission. Qu'est-ce que tu attendais? Que je te laisse simplement y avoir accès après avoir violé ma confiance comme ça? Nous nous attendions à ce que tu agisses comme de la famille. Nous nous attendions à ce que tu aies de la compassion pour la situation de ton frère. Au lieu de cela, tu as jeté ta belle-sœur enceinte à la rue comme si elle était une ordure. Quel genre d'homme fait ça? Arrêtez de l'appeler ma belle-sœur. Ils sortent ensemble depuis 6 mois et je n'ai jeté personne à la rue. Ils ont emménagé chez moi sans demander. Énorme différence. L'un est moi qui défends ma propriété. L'autre serait moi qui suis cruel. Apprenez la distinction. Ma mère a pris le téléphone. Elle pleurait encore, avec les pleurs. Jean et Sophie restent avec nous maintenant. Notre sous-sol n'est pas aménagé pour un bébé. C'est tellement stressant pour tout le monde. Le bébé pourrait arriver n'importe quel jour maintenant, et nous n'avons pas de place pour eux tous. Si tu pouvais juste les laisser rester chez toi jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose d'abordable, cela résoudrait tout. Tu es seul dans cette grande maison. Ils t'aideraient avec les charges et tout. C'est gagnant-gagnant. Non, la réponse est non. Cette conversation est terminée. Très bien. Ne t'attends pas à ce que nous soyons là pour toi quand tu auras besoin d'aide un jour. Ne t'attends pas à des appels d'anniversaire ou des cartes de Noël. Tu as fait ton choix et nous faisons le nôtre. Je n'ai jamais rien attendu de vous de toute façon. J'ai appris cette leçon il y a longtemps. J'ai raccroché.
J'ai bloqué les numéros de mes parents pendant un certain temps parce que je ne pouvais pas supporter la culpabilisation constante. J'ai bloqué Jean aussi. J'ai bloqué le numéro de ma tante quand elle a commencé à m'envoyer des messages de culpabilisation aussi. J'avais besoin d'un espace complet de tous pour digérer cela et passer à autre chose. 3 semaines se sont écoulées, des semaines calmes. J'ai travaillé, je suis rentré chez moi, j'ai profité de ma maison en paix, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille, j'ai commencé à penser que c'était peut-être la nouvelle normalité. Puis une nuit, vers 22 heures, je regardais la télévision et j'ai entendu quelqu'un essayer de déverrouiller ma porte arrière, sans frapper, essayant activement d'utiliser une clé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert mon application de caméra connectée. Il y a Jean sur mon porche arrière, essayant d'enfoncer l'ancienne clé de secours dans la nouvelle serrure. Il la tourne, la secoue, essaie de la forcer, devenant plus agressif à chaque tentative infructueuse. Puis il retire la clé, l'examine comme s'il avait pris la mauvaise. Il essaie à nouveau, cela ne fonctionne toujours pas. Il commence à jurer à voix basse. Je peux voir son visage sur la caméra, frustré et déterminé. Puis il essaie les fenêtres, commence par la fenêtre la plus proche de la porte, la tire, verrouillée. Passe à la suivante, verrouillée. Parcourt la ligne, vérifiant chaque fenêtre à l'arrière de ma maison. À un moment donné, il essaie d'en ouvrir une avec ses mains. Quand cela ne fonctionne pas, il regarde autour de mon porche arrière comme s'il cherchait quelque chose à utiliser comme levier. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de parler. C'est quelqu'un qui essaie de s'introduire. J'ai appelé le 17. Il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire chez moi en ce moment. Le répartiteur m'a gardé au téléphone. Sont-ils toujours là? Pouvez-vous les décrire? C'est mon frère. Il a emménagé chez moi sans permission il y a 3 semaines. Je l'ai expulsé et j'ai changé les serrures. Maintenant, il est de retour et essaie de rentrer. Restez à l'intérieur et éloignez-vous des portes et des fenêtres. Les agents sont en route. J'ai regardé via l'application. Jean s'est déplacé sur le côté de la maison maintenant, vérifiant ses fenêtres. Puis il est venu à la porte d'entrée. Il a essayé l'ancienne clé à nouveau. Même résultat. La clé ne rentre pas dans la nouvelle serrure. Il a commencé à frapper à la porte avec son poing. Je sais que tu es là. Ouvre. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Je suis resté à regarder via la caméra et à attendre la police. Mes mains tremblaient, mais je suis resté silencieux. Il a frappé plus fort. Allez, mec. Laisse-moi juste entrer. Nous devons régler ça. Sophie vient d'avoir le bébé et nous avons besoin d'aide. Ouvre la porte. Je n'ai toujours pas répondu. Il a sonné à plusieurs reprises, puis est retourné frapper. À un moment donné, il a donné un coup de pied à la porte. Je me suis assuré que la sonnette enregistrait tout. 2 agents sont arrivés en 8 minutes. Je les ai vus arriver, sortir de leur voiture de patrouille, s'approcher de Jean sur mon porche. Il frappait toujours à ma porte quand ils sont arrivés derrière lui. Monsieur, éloignez-vous de la porte. Jean a sursauté, s'est retourné. Oh, Dieu merci, vous êtes là. Mon frère m'a enfermé dehors. J'ai besoin de récupérer mes affaires. Est-ce votre résidence? Non, mais c'est la maison de mon frère. Je suis de la famille. Je restais ici et il m'a enfermé dehors pendant mon absence. C'est illégal, n'est-ce pas? Il ne peut pas juste m'enfermer dehors. Avez-vous la permission d'être ici ce soir? Je ne devrais pas avoir besoin de permission. C'est mon frère. J'habitais ici. Le propriétaire veut-il que vous soyez ici en ce moment? Jean a hésité. Écoutez, nous avons eu un désaccord, mais j'ai juste besoin de lui parler. Si vous pouviez juste le faire ouvrir la porte. Les agents se sont approchés de ma porte. J'ai ouvert. Êtes-vous le propriétaire? Oui, c'est mon frère. Il a emménagé chez moi sans permission il y a 3 semaines pendant que j'étais en voyage. J'ai dû l'expulser. J'ai changé toutes les serrures. Maintenant, il est de retour et essaie de s'introduire. J'ai la vidéo de tout sur ma caméra connectée. Un agent a regardé Jean. Monsieur, ce qu'il dit est-il vrai? Avez-vous emménagé sans permission?
Le visage de Jean a changé. Ce n'est pas écouter, c'est compliqué. C'est mon frère. La famille n'a pas besoin de permission. Et je ne me suis pas introduit. J'ai utilisé une clé. Une clé qui ne fonctionne plus parce que j'ai changé les serrures, ai-je dit. J'ai des images de lui essayant de forcer les fenêtres. Voulez-vous qu'il soit arrêté? J'ai regardé Jean. Il me regardait avec un mélange de colère et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que je ferais ça, comme si être de la famille signifiait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et n'avoir aucune conséquence. Oui, je veux qu'il soit arrêté. L'agent a hoché la tête. Monsieur, retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'effraction. Le visage de Jean est devenu rouge. Vous êtes sérieux là? C'est mon frère. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour avoir essayé d'entrer chez mon frère. Vous n'avez pas la permission d'être ici. Vous avez tenté d'entrer dans une résidence qui n'est pas la vôtre. C'est une tentative d'effraction. Retournez-vous. C'est insensé. Ma petite amie vient d'avoir un bébé. Nous avons besoin d'aide et il fait ça. Quel genre de personne arrête son propre frère? L'agent a tendu la main vers ses menottes. Monsieur, retournez-vous maintenant ou vous serez également accusé de résistance. Jean s'est finalement retourné. Ils l'ont menotté là, sur mon porche d'entrée. Ils lui ont lu ses droits pendant qu'il continuait à crier à quel point c'était injuste et que je lui gâchais la vie et comment pouvais-je faire ça alors que Sophie était enceinte et qu'ils avaient un nouveau-né et qu'ils avaient besoin d'aide. Les agents n'étaient pas intéressés par le drame. Ils ont juste fait leur travail. L'un d'eux m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. J'ai demandé si je devais venir au poste. Ils ont dit non. Ils rédigeraient le rapport et quelqu'un me contacterait. Alors qu'il conduisait Jean à la voiture de patrouille, il s'est retourné vers moi. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Mort. Ne me contacte plus jamais. N'essaie pas de rencontrer ma fille. Ne te présente pas aux fêtes. Tu n'es plus de la famille. Tu n'es rien. Je les ai regardés le mettre sur la banquette arrière, j'ai regardé la voiture de patrouille s'éloigner avec lui à l'intérieur, je suis resté sur mon porche dans l'air nocturne pendant quelques minutes, digérant ce qui venait de se passer. Monsieur Dubois est venu faire une déclaration, a parlé à la police du déménagement non autorisé initial, a confirmé qu'il avait été témoin de la tentative d'effraction de ce soir, rendant l'affaire inattaquable. Mes parents l'ont découvert en quelques heures. Maman a appelé d'un autre numéro. Hystérique. Jean est en prison. Ils ont fixé sa caution à 5 000 €. Nous avons dû payer un garant. Tu as fait arrêter ton propre frère. Il a essayé de s'introduire chez moi. Il essayait juste de te parler, alors il a commis un crime. C'était son choix. Cela figurera à son casier judiciaire. Comment est-il censé subvenir aux besoins de sa famille avec un casier judiciaire? Il aurait dû y penser avant. Papa a pris le téléphone. Tu as franchi une ligne en portant plainte contre ton propre frère. Nous t'avons mieux élevé que ça. Non, vous avez élevé Jean à croire que les règles ne s'appliquent pas à lui. Vous m'avez élevé à compter sur moi-même. Vous avez réussi les deux. Ne rappelez plus jamais ici. Ne venez pas aux réunions de famille. L'enfant de Jean grandira en sachant qu'il a des grands-parents qu'il aime et un oncle qui les a abandonnés. Ça me va. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Je ne leur ai plus parlé depuis. Jean est passé au tribunal 2 mois plus tard. Je me suis présenté avec toutes mes images de caméra, la déclaration de Monsieur Dubois et mes documents d'expulsion. Le procureur a dit que c'était l'une des affaires les plus claires qu'il avait traitées. Jean a plaidé coupable de tentative d'intrusion criminelle. Il a obtenu 1 an de probation, une amende et une ordonnance restrictive le tenant à 150 mètres de ma propriété. Mes parents n'ont pas assisté à l'audience. Sophie non plus. Jean s'est présenté avec un avocat commis d'office et a accepté l'accord de plaidoyer. Il avait l'air misérable tout le temps. Le bébé est né il y a 3 semaines. Je le sais parce que ma tante m'a envoyé une photo. Elle est le seul membre de la famille qui me parle encore. Elle a dit, Sophie et Jean sont toujours dans le sous-sol de mes parents. L'argent est serré. Jean a perdu son emploi au magasin de vapotage à cause du casier judiciaire.
Il fait maintenant des livraisons de nourriture. Sophie est en congé maternité du salon, mais pourrait ne pas y retourner car la garde d'enfants coûte plus que ce qu'elle